Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le Belgica gelé. Le RV Belgica a été le tout premier navire utilisé lors d'une expédition belge en Antarctique entre 1897 et 1899. C'est également le tout premier navire à avoir hiverné dans la région de l'Antarctique à une époque où explorer l'Antarctique était comme explorer une planète extraterrestre. C'était la première expédition au début de l'ère de l'exploration de l'Antarctique. Mais sa mission ne s'est pas déroulée aussi bien que les hommes à bord l'avaient espéré. Et alors qu'ils étaient en route vers l'Antarctique en janvier 1898, le navire avait déjà atteint la terre de Graham. Mais le 22 janvier, un homme nommé Carl Vinke a été emporté par la mer et est décédé. Mais l'expédition se poursuit et franchit le cercle polaire antarctique le 15 février. Quelques jours plus tard, le 28 février, l'expédition s'est arrêtée net car le navire s'est retrouvé coincé dans la glace. Ils étaient piégés, l'équipage était très mal équipé pour affronter l'hiver et n'avait même pas assez de vêtements pour se tenir au chaud. Il y avait aussi une grande pénurie de nourriture et ils étaient obligés de chasser des pingouins et des phoques afin de survivre. Mais ce que l'équipage n'avait pas prévu est que lors de l'hiver polaire, les animaux migraient vers des endroits plus cléments et ils se sont donc retrouvés dans un désert glacé, sans nourriture et sans aide. Et le 17 mai, l'obscurité perpétuelle est arrivée. La nuit polaire s'est installée et l'équipage n'a pas vu le soleil pendant presque un mois entier. Les hommes ont alors commencé à souffrir du scorbut, le moral a chuté de façon dramatique et les hommes ont commencé à devenir fous. Le lieutenant Danko est mort d'un problème cardiaque le 5 juin et c'est à peu près à ce moment-là qu'un groupe d'hommes a perdu la raison et s'est éloigné du navire en disant qu'il retournait à pied en Belgique. Et presque une année entière plus tard, en janvier 1899, le Belgica était toujours prisonnier des glaces. Terrifiés à l'idée de passer une autre année piégée, les hommes ont fait sauter un canal entre le navire et une petite étendue d'eau libre à l'aide d'explosifs. Et après un mois de dur labeur, ils ont finalement réussi à s'éloigner de la glace et à rentrer chez eux, survivant de justesse à cette épreuve. L'Octavius. L'Octavius a quitté l'Angleterre en 1761 pour se rendre en Extrême-Orient. C'était un voyage très long et difficile à faire et peu de capitaines pouvaient diriger leur navire tout autour du monde jusqu'en Inde. Mais le capitaine de l'Octavius voulait prouver ses compétences et décida d'essayer le passage du Nord-Ouest sur le chemin du retour. Mais malheureusement pour tout le monde à bord, ils n'ont jamais été revus vivants. Le navire est resté coincé dans la glace au nord de l'Alaska pendant près de 13 ans. Il a été découvert le 11 octobre 1775 par un baleinier appelé le Herald, flottant à l'ouest du Groenland. Et l'équipage entier de 28 personnes était gelé et mort sous le pont, parfaitement préservé comme des glaçons humains. Mais malheureusement, nous ne savons pas vraiment si tout cela est vrai. L'histoire de l'Octavius est une véritable légende marine, bien que l'histoire soit vraiment bien connue et fasse partie de la culture populaire, puisque ce navire et son histoire sont apparemment l'une des inspirations pour les événements dans le roman graphique de Jacques Tardy, Le Démon des glaces de 1974. Et le corps du capitaine aurait été découvert à la table de sa cabine, son stylo, toujours gelé dans la main. Il était mort de froid en essayant d'écrire dans son journal de bord. Et la dernière inscription daterait de novembre 1762 et indique que le navire était gelé depuis 13 ans. Mais il n'existe aucune trace historique légitime de l'existence du navire, à part les légendes et les histoires racontées par les marins et apparemment rapportées par l'équipage du baleinier. Et l'Octavius n'a jamais été revu depuis. Certains disent qu'il flotte toujours à travers les mers comme un bateau fantôme effrayant. La Cité de Cristal. Richard Byrd a été chargé d'organiser une opération appelée High Jump en 1946. À l'époque, il s'agissait de la plus grande expédition en Antarctique menée par une organisation. Les États-Unis voulaient implanter certaines installations en Antarctique juste après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, on ne sait pas exactement ce qu'ils voulaient construire sur le continent et s'ils envisageaient des installations militaires ou quelque chose de similaire. Mais d'après le journal de Richard Byrd, nous savons qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Mais il est tout de même très important de rappeler qu'il n'existe aucun compte rendu officiel de ce dont Richard aurait été témoin pendant l'opération High Jump.
Tout ce que vous allez entendre provient directement de son journal, qui était à l'origine caché par le gouvernement, puis prétendument découvert par son fils, qui a divulgué toutes les informations. Richard avait entendu parler d'une entrée secrète légendaire au pôle sud qui pouvait mener à l'intérieur de la planète. Et c'était censé être l'entrée d'un monde mystérieux, l'intraterre, un paradis caché avec son propre climat, sa propre flore et ses créatures uniques. Et lorsque Richard a fait voler son avion à travers le portail, dans ce monde caché, il aurait soi-disant vu quelque chose briller au loin. C'était une ville faite entièrement de verre et cachée sous la glace de l'Antarctique. À l'intérieur d'un royaume tempéré et chaud, une sorte de jungle souterraine. Personne d'autre n'a jamais découvert l'entrée de ce lieu mystérieux, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander si c'était réel ou non. Mais si l'on en croit ces récits, Richard et son équipe auraient miraculeusement trouvé l'entrée cachée de ce monde souterrain et de sa brillante cité de cristal. Le monde caché. Des scientifiques de Nouvelle-Zélande étudiaient la fonte des glaces dues au climat en Antarctique quand ils ont découvert l'inimaginable. Sous une vaste et épaisse couche de glace antarctique, les chercheurs se sont enfoncés dans une caverne remplie d'étranges créatures effrayantes. Ils ont dû creuser un trou à environ 450 mètres sous la plateforme de glace Ross, puis y ont fait descendre une caméra qui est miraculeusement ressortie dans une caverne souterraine secrète. Cette cavité souterraine en forme de cathédrale contient des essaims de créatures grouillantes comme une invasion de sauterelles qui n'attendaient que de sortir. Et c'est la toute première fois dans l'histoire qu'un écosystème sous-marin a été découvert avant que les scientifiques ne percent le plafond de glace. Ils avaient été totalement enfermés sous la glace de l'Antarctique. Et la découverte a été faite par un grand groupe de chercheurs de diverses universités de Nouvelle-Zélande. Ils tentaient de comprendre le rôle que joue la plateforme de glace de Ross dans l'avancée du changement climatique lorsqu'ils ont découvert, complètement par hasard, la caverne des anthropodes. Ces créatures appartiennent à la même famille que les homards, les crabes et même les acariens. Elles ne sont pas très grosses, mais elles sont très importantes. Et la présence de ces minuscules amphipodes sous l'Antarctique prouve que même dans les endroits les plus inhospitaliers de la Terre, la vie trouve toujours le moyen de prospérer. Et nous savons désormais qu'il y a tout un écosystème à l'œuvre sous la glace, là où personne n'avait jamais pensé que des créatures puissent vivre. Monstre marin fossilisé. Un terrifiant monstre marin a été découvert en Antarctique. Et il était autrefois l'une des bêtes les plus féroces qui ait jamais parcouru les mers. Des scientifiques ont mis au jour les fossiles de l'élasmosaure le plus lourd jamais retrouvé sur une petite île désolée au large des côtes de l'Antarctique. La créature était un reptile aquatique qui a vécu pendant la période du Crétacé, il y a environ 145 à 65 millions d'années. Et alors que des dinosaures comme le T-Rex et le Spinosaure étaient occupés à terroriser les créatures sur Terre, l'élasmosaure dévastait les animaux de l'océan. Ce dinosaure marin ressemblait à un plésiosaure avec un cou très allongé comme celui d'une girafe, une énorme tête en forme de serpent et 4 nageoires pour se déplacer dans l'eau. Il ressemblait en quelque sorte à un gigantesque lamantin mélangé en monstre du Loch Ness avec un cou et une tête de serpent préhistorique. L'élasmosaure découvert en Antarctique pesait la bagatelle de 15 tonnes. Et ce dinosaure poids lourd appartient au genre Aristonecte, une espèce d'élasmosaure que l'on trouvait généralement dans l'hémisphère sud. Et contrairement à d'autres spécimens fossilisés provenant des États-Unis, celui-ci se caractérise par un cou plus court et un crâne bien plus large. Mais étonnamment, le fossile a été découvert sur l'île Seymour en 1989, mais les chercheurs n'avaient aucun moyen de l'extraire. Il aura fallu des décennies pour trouver comment le retirer de la glace. Mais près de 30 ans plus tard, en 2017, ils ont enfin trouvé un moyen. Lac de lave. Sur une île subantarctique, des chercheurs ont récemment découvert quelque chose d'inattendu. Au milieu de la glace, de la neige et des températures glaciales, ils ont mis au jour un lac de lave brûlante. Ils l'ont trouvé juste au large des côtes de l'Antarctique et de l'océan Austral, dans un endroit extrêmement isolé. Le lac de lave se trouve dans les îles Sandwich du Sud, ça donnerait presque envie d'y aller. Mais leur isolement rend l'étude du phénomène très difficile. Les chercheurs pensaient l'avoir découvert il y a de nombreuses années lorsqu'ils ont identifié un volcan actif sur l'île.
Mais grâce à des photos satellites de qualité, ils ont récemment pu prouver qu'il existe un lac de lave à l'intérieur du volcan. Daniel Gray, spécialiste des volcans, a déclaré que l'île était particulièrement délicate pour son équipe de chercheurs en raison de son extrême isolement. Mais que signifie l'existence d'un lac de lave à l'intérieur d'un volcan recouvert de glace? La vérité est que c'est extrêmement rare et il n'y a que 7 autres lacs de lave identifiés dans le monde, dont le célèbre lac de lave à l'intérieur du volcan Ertale en Éthiopie. Le lac de lave nouvellement découvert en Antarctique mesure environ 200 mètres de diamètre avec une température constante d'environ 1000 degrés Celsius. De quoi faire de bonnes pizzas ou éventuellement faire fondre un anneau maléfique. Le Ningen. Au début des années 2000, le Ningen a été repéré par des chercheurs japonais en Antarctique. Depuis, des photographies floues, des séquences vidéo douteuses et des rumeurs incroyables circulent au sujet de ce monstre mystérieux. Et selon le récit original, un employé gouvernemental sur un navire de recherche sur les cétacés a observé quelque chose d'étrange dans l'eau près de leur bateau. L'équipage à bord a pensé qu'il s'agissait d'un sous-marin étranger qui les suivait. Cependant, après une inspection plus poussée, l'objet s'est rapproché du bateau et ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une créature vivante. Il mesurait environ 9 mètres de long, était entièrement blanc et ne ressemblait à rien de ce que les chercheurs avaient vu auparavant. Il n'avait pas la forme d'une baleine non plus, mais plutôt celle d'un humain. Il était censé avoir des mains géantes, des tentacules, une queue de sirène et des bras de forme humaine. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'avait pas de traits faciaux, pas d'yeux, ni même de bouche. Il est désormais connu sous le nom de Ningen, une sorte de bête folklorique et une légende urbaine. Et personne ne sait ce que c'est, seulement qu'il est supposé hanter les eaux glaciales autour de l'Antarctique. Perdu dans le blanc. 55 ans après sa mort, le journal intime de Clarence Ayre a été publié pour la toute première fois. Très fier néo-zélandais, il était le plus jeune membre d'équipage à bord du navire Discovery en 1901 lorsqu'il est parti pour l'Antarctique. Cependant, Clarence n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce type de périple, et il n'a obtenu le poste que lorsqu'il a rencontré complètement par hasard le chef de cabine Reginald Ford dans une épicerie où Clarence travaillait. Et du jour au lendemain, il est passé du statut de commis de magasin à celui d'explorateur de l'Antarctique. Selon le journal de Clarence, il a été séparé du groupe pendant un blizzard après leur arrivée en Antarctique en mars 1902. Il n'était dans ce désert glacial que depuis quelques mois et Clarence s'est retrouvé complètement seul. Il a survécu pendant près de 46 heures avec très peu de vêtements, presque rien à manger et seulement quelques chiens de traîneau comme compagnie. Et lorsqu'il était allongé dans la neige, sombrant dans l'hypothermie, les chiens l'ont réveillé en lui léchant le visage. Cela lui a finalement sauvé la vie car il a pu se relever et ramper dans la neige jusqu'à ce qu'il trouve enfin le navire et soit secouru. Et les détails très intenses de l'histoire de Clarence se trouvent dans son journal qui a été offert à la bibliothèque Alexander Turnbull de Wellington dans les années 1960. Au début, il n'était possible de le lire qu'en personne et il fallait faire une demande spéciale. Cependant, il a récemment été publié pour la première fois et peut désormais être lu par tout le monde. Le signal mystère. Enfoui dans la glace de l'Antarctique se trouve un gigantesque observatoire de neutrinos dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Il s'appelle l'observatoire de neutrinos Ice Cube ou simplement Ice Cube, littéralement cube de glace ou glaçon. Il est occupé à faire des découvertes au plus profond de l'univers. Et très récemment, l'observatoire a détecté des neutrinos émis par une galaxie active du nom de NGC 1068. Et cette galaxie se trouve à près de 47 millions d'années-lumière de nous. Et pourtant, un équipement de pointe situé en Antarctique est capable de capter les neutrinos que la galaxie émet d'elle-même comme des signaux intergalactiques. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est exactement qu'un neutrino? C'est une particule qui n'interagit avec presque rien. Et ils ont été détectés pour la toute première fois par les astronomes et les physiciens dans les années 1950. Et nous ne savons toujours pas vraiment à quoi ils servent. Ils voyagent à travers l'univers sans entrer en contact avec quoi que ce soit, mais étonnamment, ils sont très faciles à détecter.
Et c'est pourquoi l'observatoire IceCube a été foré dans la glace de l'Antarctique pendant près de 7 ans, de 2005 à 2011. Et il s'agit d'une énorme station scientifique enfouie à près d'1 kilomètre de profondeur. Et l'observatoire a désormais identifié environ 80 neutrinos flottant dans l'espace en provenance de la galaxie NGC 1068. L'origine de ces neutrinos reste un très grand mystère, car personne ne sait s'ils proviennent de quasars, de blazars ou de sursauts de rayons gamma. Nous savons seulement que ces particules mystérieuses ont atteint notre planète sur une vaste distance quand quelque chose s'est passé dans une galaxie très très lointaine. Rivière de l'Apocalypse. L'une des plus longues rivières du monde vient d'être découverte sous la glace de l'Antarctique. La rivière est même plus longue que la célèbre Tamise en Angleterre, s'étendant sur près de 482 km. C'est un système fluvial sinueux qui s'étend sur une superficie totale de la taille de la France et de l'Allemagne réunies. Et elle draine cette immense zone de la mer de Weddell et elle le fait en ce moment même sous la glace, totalement invisible à l'œil nu. Et les scientifiques n'ont découvert la nouvelle rivière antarctique que parce qu'ils ont fait appel à une technologie de radar pénétrant la glace, le tout monté sur un avion. Et les chercheurs ont ensuite effectué des relevés aériens de la zone, balayant tout ce qui était caché par les épaisses couches de glace de l'Antarctique. Et la découverte de la rivière a été une très grande surprise, car tout récemment, les scientifiques ont également identifié des lacs sous la glace du continent. Selon le glaciologue Martin Sigurd de l'Imperial College de Londres, il pensait que chaque lac était isolé des autres. Mais maintenant, nous savons qu'il s'agit d'un réseau fluvial très complexe. Et les scientifiques commencent à comprendre que les lacs sont très probablement connectés. Il existe un vaste réseau de rivières sous la glace, reliant les lacs et drainant les eaux de fonte vers la mer. Mais la plus grande révélation de toutes est le danger que cela représente pour l'humanité. La région drainée par la rivière a la capacité d'augmenter le niveau global des mers d'environ 4,2%. Cela représente suffisamment d'eau pour submerger la ville de New York. Les scientifiques ne savent pas comment la fonte se produira, ni si elle se fera d'un seul coup ou progressivement, mais elle aura très certainement lieu, et ce, dans un avenir très proche. Cloner un mammouth. Le professeur en génétique de l'université de Harvard, George Church, est l'un des principaux spécialistes du séquençage du génome et de l'épissage des gènes. Le Dr Church espère que d'ici quelques années, il sera en mesure de cloner l'ADN d'un mammouth afin que le mammouth laineux, aujourd'hui disparu, puisse remarcher dans la toundra arctique. Une fois de plus, la société avec laquelle il travaille, Colossal, affirme qu'elle travaille actuellement à la réintroduction d'espèces disparues, principalement le mammouth laineux. Colossal pense pouvoir créer un hybride en utilisant des outils de manipulation génétique pour combiner l'ADN de restes de mammouth retrouvés dans la toundra sibérienne avec l'ADN d'un éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est le parent vivant le plus proche du mammouth et la progéniture ainsi créée serait connue sous le nom de mammophant. Il serait physiquement né en utilisant l'éléphant d'Asie comme mère porteuse, mais aurait l'apparence et le comportement d'un mammouth laineux. Le mammouth laineux est l'une des bêtes préhistoriques les plus récentes qui se soient éteintes. Certains chercheurs affirment que de petites populations vivaient en Sibérie jusqu'à environ 1700 avant Jésus-Christ. Les plus grandes de ces créatures mesuraient plus de 3 mètres à l'épaule et pesaient plus de 15 tonnes. Et ce qui est également intéressant avec les mammouths, c'est qu'ils entretenaient le permafrost. Une partie de leur comportement consistait à racler les couches de neige afin que l'air froid puisse pénétrer dans le sol. Ils constituaient un élément clé dans l'écosystème, mais se sont éteints, probablement en raison d'un changement climatique et d'une chasse intensive par l'homme. Mais d'un autre côté, la démarche suscite énormément de polémiques, pointant du doigt le gaspillage déraisonné d'argent, les menaces potentielles pour la biodiversité, sans parler du risque de consanguinité, ainsi que le faible taux de survie des animaux de captivité une fois relâchés dans la nature. Mais à votre avis, est-ce que le fait de ressusciter des animaux disparus est-il une bonne chose, ou n'est-ce qu'une autre lubie narcissique des hommes? Dites-le moi en commentaire. Les virus disparus.
Des scientifiques du CNRS et de l'Université d'Aix-Marseille ont récemment découvert un ancien virus caché sous le permafrost sibérien. Le virus a été identifié comme étant le Mollivirus sibericum et il appartient à un groupe appelé virus géant. Mais aussi effrayant que cela puisse paraître, le monde ne risque pas actuellement d'être dévasté par une nouvelle pandémie, du moins pas celle-ci. D'ailleurs, la saga des virus géants a commencé depuis 2003. Les chercheurs ont trouvé au moins 4 grands virus géants. Certains pensent que l'extraction de ces virus pourrait provoquer des troubles mondiaux, mais rien d'aussi dangereux n'a encore été découvert. Les scientifiques utilisent ces virus pour en savoir plus sur le rôle du changement climatique dans les maladies. Le mollivirus est estimé à environ 30 000 ans. Il est classé comme un virus géant parce que, contrairement à la plupart des virus nécessitant un microscope électronique pour être vu, un virus géant est visible à l'aide d'un microscope optique tout à fait ordinaire que l'on peut retrouver dans n'importe quelle classe de sciences au lycée. Les virus géants contiennent également beaucoup plus de gènes, plus de 500 gènes, alors que d'autres virus comme le VIH par exemple n'en possèdent que 9. Et bien qu'ils ne constituent pas une menace immédiate, d'autres virus comme celui-ci pourraient poser un véritable problème. Le chercheur Jean-Michel Clavry affirme que même si le virus est gelé dans la glace, il pourrait y avoir quelques particules virales qui sont encore infectieuses. Et si ces particules infectieuses entrent en contact avec un hôte vulnérable, le virus pathogène pourrait se propager. Mais heureusement, les scientifiques n'ont rien trouvé d'immédiatement dangereux et nous ne devrions pas en principe nous inquiéter de contracter un ancien virus de sitôt. En principe. Trou explosif. En Sibérie, le sol explose parfois spontanément. Des explosions massives de gaz se produisent sous le sol glacé de la Sibérie, en apparence sans aucune justification. Il s'agit d'un phénomène très récent qui, selon les scientifiques, est lié au changement climatique. Et on peut désormais trouver des cratères dans tout le paysage sibérien. La communauté internationale a remarqué ces étranges explosions pour la première fois en 2014, et tente depuis de les comprendre. Evgeny Chouvilin du Centre Skoltek pour la récupération des hydrocarbures à Moscou estime que c'est un coup de chance qu'aucun décès n'ait été causé par ces explosions. De nombreux cratères ont été découverts à quelques kilomètres de zones commerciales où quelqu'un aurait très bien pu se trouver directement dans le périmètre de l'explosion. Mais qu'est-ce qui cause alors ces explosions? C'est la grande question. Et les scientifiques pensent enfin connaître la réponse. En raison du réchauffement climatique, le pergélisol ou le permafrost de surface est affaibli par le processus de dégel. Cette couche de glace disparue, plus rien ne maintient la pression sur les poches de méthane qui se sont formées dans les profondeurs du sol. Alors, le méthane ne peut être retenu et il explose à la surface. Cela équivaut à dévisser très lentement le bouchon en plastique d'une boisson gazeuse jusqu'à ce qu'il soit soudainement incapable de retenir la pression. Et comme cela est dû au changement climatique, il n'y a pas de fin en vue pour les explosions aléatoires. Elles continueront à se produire dans toute la Sibérie, partout où le permafrost devient trop faible et trop fin. Rhinocéros laineux. Les restes d'un rhinocéros laineux adolescent ont été découverts en 2020 dans la région de Yakoutie, en Sibérie, non loin de la rivière Tirektiak. Cet ancien spécimen était si bien conservé que son cerveau était encore entièrement intact. Les scientifiques ont déterminé qu'il n'avait probablement qu'entre 3 et 5 ans lorsqu'il est décédé. Il est surprenant de constater que le rhinocéros adolescent ne ressemblait pas du tout au rhinocéros que nous voyons aujourd'hui. En effet, au lieu de la peau grise et rugueuse des rhinocéros africains, il avait une épaisse couche de poils sur le corps. Il avait un extraordinaire pelage de couleur noisette, une corne épaisse et de grandes mâchoires qu'il utilisait pour écraser sa nourriture. Le rhinocéros laineux vivait il y a environ 20 000 ans. Il était en très bonne santé au moment de sa mort, si bien nourri qu'il avait même une masse graisseuse. Les chercheurs pensent que la mort est due au fait qu'il a été pourchassé dans l'eau par des prédateurs ou qu'il s'est malheureusement noyé. 3 lionceaux. Un couple de lionceaux des cavernes a récemment été découvert en Russie.
Le premier à être découvert est un lionceau mâle nommé Boris, qui a été dévoilé en 2017. Un collectionneur de défense de mammouth cherchait de l'ivoire ancien le long d'une rivière en Sibérie lorsqu'il est tombé sur le corps du lionceau. Et les chercheurs ont estimé qu'il avait environ 43 448 ans. Et l'année suivante, une femelle a été trouvée à moins de 15 mètres du mâle. Les chercheurs l'ont nommée Sparta et ont affirmé qu'elle était morte il y a 27 962 ans. Cela signifie que plus de 16 000 ans séparent les lionceaux. Et pourtant, ils sont morts au même endroit et ont été enterrés à environ 9 mètres de profondeur dans la glace. Les deux n'avaient que quelques mois lorsqu'ils ont été momifiés. Les lions des cavernes eurasiatiques, et comme leur nom l'indique, vivaient en Europe et en Asie jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Ils étaient très semblables aux lions modernes, mais plus adaptés au climat glacial du Nord. Ils étaient également environ 20% plus grands que les lions modernes. Les lions mâles n'avaient pas de crinière et étaient bien plus terrifiants que n'importe quel autre prédateur vivant aujourd'hui. Même s'ils sont apparentés aux lions africains modernes, les lions des cavernes les auraient fait passer pour de petits chats domestiques. Selon le professeur Lövdalen de l'université de Stockholm, la femelle Sparta est le spécimen de l'ère glaciaire le mieux conservé jamais extrait du sol gelé. Il est d'ailleurs si remarquablement bien conservé que la couleur de sa fourrure est toujours la même que lorsqu'elle était vivante. Et bien sûr, elle n'a aucun lien avec l'autre lionceau, et les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi ils ont été trouvés au même endroit. Il se pourrait qu'un glissement de terrain les ait réunis dans la même tanière à 16 000 ans d'intervalle. Le guerrier scythe. En 2003, les restes brutalisés d'un ancien guerrier scythe ont été découverts en Sibérie sur le site archéologique d'Arzan II. Le guerrier ainsi qu'une quarantaine d'autres personnes ont été enterrés dans un énorme tumulus. Mais parmi tous les restes squelettiques trouvés, cet homme en particulier a vécu une fin de vie très difficile. Les chercheurs ont méticuleusement inspecté son squelette et ont découvert que dans sa jeunesse, il avait survécu à un coup d'épée à l'arrière de son crâne. Puis, à l'âge adulte, il a reçu une flèche barbelée à 3 pointes en plein dans l'œil, ce qui a brisé l'os sous son œil droit et s'est logé dans sa tête. Selon Michael Schultz de l'université de Göttingen, il implorait la mort, mais celle-ci ne s'est pas produite aussi rapidement que l'homme l'aurait souhaité. Il y a 2600 ans, dans les steppes sibériennes, les camarades du guerrier ont tenté de l'aider. Les chercheurs ont trouvé de fines coupures sur l'os, là où ses amis avaient découpé la chair de sa propre joue pour essayer d'extraire la flèche du crâne. Ils ont ensuite essayé d'utiliser une scie pour couper les morceaux d'os, tout en essayant de déloger la flèche. Finalement, un chirurgien a fendu l'os avec un burin pour essayer de libérer la flèche. Mais malheureusement, l'homme est mort. C'était une véritable torture, mais un jour comme un autre dans la Russie préhistorique. Volatile surgelé. Un oiseau congelé datant de l'ère glaciaire a récemment été découvert en Sibérie. Extérieurement, le spécimen est assez macabre. Ses ailes sont noires et brunes et ses entrailles semblent être exposées. Ses pattes sont également assez frêles et ressemblent presque à de minuscules brindilles. À première vue, il ressemble à n'importe quel oiseau qui serait tombé d'un arbre et se serait retrouvé coincé dans la boue. Cependant, c'est tout à fait faux. Cet oiseau serait âgé d'environ 46 000 ans. Une analyse génétique l'a identifié comme étant une alouette cornue, un oiseau qui aurait vécu à la même époque que certaines des bêtes les plus fabuleuses depuis les dinosaures. Il aurait battu des ailes autour des mammouths laineux, de rhinocéros laineux et peut-être même de grands félins à dents de sabre et d'ours des cavernes. L'oiseau a été retrouvé congelé dans le permafrost près du village de Balaya Gora au nord-est de la Sibérie. Il a été découvert par des chasseurs de fossiles, un groupe qui recherche dans la glace et la neige de l'ivoire préhistorique et tout ce qui pourrait être vendu aux scientifiques. Le spécimen d'oiseau semblait assez important et ils l'ont transmis aux chercheurs du musée suédois d'histoire naturelle. Et après analyse poussée, les chercheurs du musée en savent maintenant plus sur ce mystérieux volatile. Il était presque certainement l'ancêtre de 2 sous-espèces d'alouettes vivant encore aujourd'hui,
l'une en Russie et l'autre en Mongolie. C'est assez étonnant, car il s'agit d'une preuve directe des changements climatiques survenus à la fin de la période glaciaire, qui ont conduit à la formation de nouvelles sous-espèces. Les oiseaux étaient en voie d'extinction, et l'évolution a pris le relais pour les propulser dans le futur en modifiant subtilement leur ADN afin de mieux s'adapter à leur nouvel environnement. La figurine dansante. Non loin de la ville de Novosibirsk, une équipe de construction a fait une découverte choquante alors qu'elle travaillait sur un projet de pont le long des rives de la rivière Ob. Par pur hasard, l'équipe a découvert une petite figurine qui les a laissés complètement perplexes. La figurine a été sculptée à l'image d'un humain pris au milieu d'une danse ou peut-être d'un mouvement spirituel. Elle était en bronze pur, un type de figurine de danse datant d'au moins 2100 ans. Le professeur Andrei Brodowski est un archéologue de l'Académie des sciences de Russie et il a été interviewé au sujet de la mystérieuse figurine par le Siberian Times. Il a déclaré que la statue représente une danse religieuse indienne et qu'elle n'a rien à voir avec la Sibérie ou les anciens peuples qui y vivaient autrefois. C'est un très grand mystère car Novosibirsk et l'Inde sont séparés par environ 5000 km de terrain montagneux. Pour qu'une telle statue parvienne jusqu'ici, il aurait fallu un voyage sans précédent. Le professeur a qualifié la découverte de l'une des plus importantes de l'histoire de l'archéologie sibérienne. Il pense que la figurine n'a pas pu passer de l'Inde à la Sibérie que par le biais d'échanges commerciaux. Elle a dû être échangée plusieurs fois comme un billet de banque qui finit par faire le tour du monde. Quelqu'un en Inde l'a très probablement échangée avec quelqu'un sur la route de la soie et les échanges ont continué jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement le fleuve Ob. Et parce qu'elle a été trouvée à l'endroit exact où la rivière est la plus étroite, les chercheurs pensent que quiconque transportait l'objet essayait de la traverser. Il a dû la perdre pendant la traversée et elle est restée coincée dans les sédiments pendant plus de 2000 ans. Lunettes de ski primitives. Les plus anciennes lunettes de ski, ou lunettes de neige plutôt, jamais découvertes, étaient utilisées par l'ancienne culture de la mer de Bering ou culture béringienne. Des groupes d'autochtones vivant des deux côtés du détroit de Bering, à savoir en Russie et en Amérique du Nord. Ils étaient presque certainement apparentés et tous deux venaient probablement de Russie à l'époque où le détroit de Bering était encore le pont terrestre de la Béringie. Mais avec l'élévation du niveau de la mer, l'Amérique du Nord a été coupée du reste du monde. L'apogée de l'ancienne culture de la mer de Bering se situe probablement au IIIe siècle de notre ère, bien que certains affirment qu'elle a pu survivre jusqu'en 1300 de notre ère. Et dans un cimetière du site archéologique d'Ekven en Sibérie datant du 1er siècle, des chercheurs ont découvert une paire de lunettes de neige extraordinairement anciennes, fabriquées à partir d'os pur. Elles étaient utilisées par les habitants de l'extrême est de la Sibérie afin d'éviter l'aveuglement en traversant le paysage blanc réfléchissant. Et autre élément intéressant est que beaucoup de ces lunettes de neige trouvées étaient différentes les unes des autres. Certaines étaient décorées de manière élaborée, d'autres non. Elles avaient toutes le même design de base, mais étaient réalisées de manière légèrement différente afin de mettre en valeur leur caractère artistique unique. La tradition de la fabrication de lunettes de neige s'est maintenue des deux côtés du détroit de Bering et a été transmise aux Inuits, aux Yupik et aux Tchouktches. Ils fabriquaient leurs lunettes à partir d'os de baleine et d'ivoire de mammouth et les peignaient en noir afin de mieux se protéger du soleil brutal de l'Arctique. Le plus vieux permafrost. Une équipe internationale travaillant en Sibérie a découvert par hasard le plus vieux pergélisol de toute la région. Ils déterminaient l'âge d'une couche de pergélisol lorsqu'ils ont découvert que le sol à son point le plus profond avait près de 650 000 ans. Ce qui signifie que la couche de glace la plus profonde de Sibérie est là depuis plus d'un demi-million d'années. Elle est située à l'est du village de Batagaï, environ 60 mètres sous la surface. C'est une découverte incroyable pour une raison principale. Selon le Dr Thomas Oppel de l'Institut Alfred Wegener de Potsdam, l'ancien permafrost montre que même par temps chaud, ils ne fond pas nécessairement.
C'est une grande surprise et quelque chose que les scientifiques n'avaient pas vraiment envisagé. Il y a 130 000 ans, lors d'une période chaude, l'Arctique était environ 5 degrés Celsius plus chaud qu'aujourd'hui. Pourtant, malgré cette chaleur, le permafrost n'a pas fondu. Il est resté en place et lorsque la température a baissé, de plus en plus de couches de glace se sont formées pour créer les étendues sauvages de Sibérie que nous connaissons aujourd'hui. L'épave de l'Endurance. À 3 km sous la mer de Weddell, non loin du continent antarctique, le navire légendaire d'un féroce explorateur a finalement été retrouvé après plus d'un siècle. Le légendaire navire d'Ernest Shackleton, l'Endurance, vient enfin d'être retrouvé. Il repose au fond de l'océan à près de 3000 mètres de profondeur depuis sa dernière apparition en 1915. C'est à cette époque que Shackleton, un explorateur britannique-irlandais, s'est échoué avec son équipage de 27 hommes alors que leur navire sombrait dans les profondeurs chaotiques de l'océan. Leur mission était d'atteindre le pôle sud en traversant les territoires inexplorés de l'est de l'Antarctique. Shackleton s'est avéré trop téméraire et trop obsédé par l'idée d'atteindre le pôle sud. Il a donc ignoré tous les avertissements des baleiniers locaux. Ces derniers lui ont conseillé de ne pas s'y rendre en 1914 en raison des conditions climatiques désastreuses. Mais Shackleton pensait en savoir plus que les baleiniers expérimentés et son bateau a fini par couler. Mais malgré tout, Shackleton a prouvé qu'il était un leader plus que résilient. Il a conduit ses hommes en détresse jusqu'à l'inhospitalière et glacée île de l'Éléphant, face à la péninsule antarctique où ils ont installé leur camp de fortune. Shackleton a pris 5 de ses hommes et s'est embarqué dans un voyage de 1300 km dans les eaux glacées pour atteindre l'île de la Géorgie du Sud, une île du Royaume-Uni située dans le sud de l'océan Atlantique. Et une fois sur place, il a recruté de l'aide pour retourner chercher le reste de son équipage. Mais toutes ces années plus tard, l'Endurance a finalement été retrouvée, documentée et photographiée. Une équipe de chercheurs ont mené l'enquête depuis le brise-glace et navire océanographique sud-africain, le SA Agulhas II, cherchant pendant 2 semaines en ayant recours à des engins submersibles pour scanner les fonds marins, avant de finalement réussir à localiser le navire légendaire. Et en raison des températures glaciales de l'Antarctique, l'Endurance semble identique à ce qu'il était lorsqu'il a coulé il y a plus d'un siècle. Pas mal pour un navire en bois. Sauvetage à haut risque. En 1985, l'Union soviétique a mené l'une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire de l'Antarctique. Il s'agissait de l'un de leurs plus grands navires de recherche qui était resté coincé dans la glace épaisse avec près de 53 personnes à bord. Le vaisseau est resté coincé dans 3 mètres de glace pratiquement indestructible. Les 53 membres d'équipage étaient coincés dans les nuits polaires avec des vivres limités et nulle part où aller. Et même si le brise-glace russe, le Vladivostok, est allé à leur secours au début du mois de juin, ils ne pouvaient les atteindre jusqu'à la fin du mois de juillet. Ils sont donc restés bloqués pendant presque 2 mois. Le vaisseau qui était bloqué était le Mikhail Somov, construit en 1975 en tant que vaisseau de recherche russe. D'ailleurs, le navire opère toujours pour le service fédéral russe d'hydrométéorologie et de surveillance environnementale. Et après avoir passé pratiquement tout l'été coincé dans la glace, le Vladivostok a finalement pu l'atteindre, rampant assez de glace pour que le navire puisse se dégager et tout le monde a été sauvé. C'était il y a plus de 50 ans, et depuis, il n'y a pas eu de sauvetage aussi dramatique en Antarctique. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis est considérée par certains comme étant la première carte au monde représentant l'Antarctique. Créée en 1513, elle a été dessinée par l'amiral et cartographe ottoman Piri ibn Hajji Mehmed, alias Piri Reis, qui a compilé des renseignements de nature militaire et créé une carte très détaillée. Mais il ne reste hélas qu'un tiers de la carte originale, dessinée sur un parchemin en peau de gazelle. Elle montre l'océan Atlantique avec des représentations détaillées de la côte ouest de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Des îles de l'Atlantique comme les Açores ou les îles Canaries et jusqu'à la côte orientale du Brésil. Pour certains, la carte pourrait également montrer le Japon et l'île mythique d'Antilla ou d'Antilia.
une île fantôme qui à l'époque des explorations du XVe siècle était réputée se trouver dans l'océan Atlantique à l'ouest du Portugal et de l'Espagne. L'île portait également le nom d'île des Sept Cités. Piri Reis a cité comme source des cartes dessinées par Christophe Colomb, mais qui ont depuis été perdues. Reis a également déclaré s'être basé sur 10 cartes arabes et 4 cartes de l'Inde qu'il avait obtenues des Portugais, qui étaient eux-mêmes des explorateurs accomplis. Mais en plus d'être une pièce historique très étonnante, elle est désormais au centre d'un énorme mystère et de plusieurs théories pseudo-scientifiques. Elle semble montrer l'Antarctique des siècles avant sa découverte officielle. La côte du continent gelé est révélée avec énormément de détails très précis. Mais la dernière période où l'Antarctique n'était pas complètement gelé remonte à près de 6000 ans et la vraie forme du continent n'a été confirmée que très récemment. D'une manière ou d'une autre, la carte montre quelque chose que Piri Reis n'aurait pas été en mesure de déterminer et quelque chose qu'il n'aurait en théorie jamais pu trouver sur une carte de son époque. Le professeur Charles Hapgood de l'université du New Hampshire avait étudié la carte pendant des années et a même publié un livre en 1965 dans lequel il faisait état d'autres éléments que les chercheurs ne pouvaient expliquer. Mais la carte a également été dessinée en utilisant la projection cartographique cylindrique de Mercator, présentée par le géographe et cartographe flamand Gerardus Mercator en 1569. Soit 15 années après la mort de Piri Reis. Le dessin des lignes côtières est tellement précis que certains l'ont considéré comme un faux grossier établi au plus tôt au XVIIIe siècle. Néanmoins, les scientifiques semblent confirmer son origine et sa datation qui remonte bel et bien à 1513. Du plastique frais. Dans une première choquante et invraisemblable, des scientifiques ont découvert des microplastiques dans la neige fraîche de l'Antarctique. Et bien sûr, fraîche signifie que la neige est récemment tombée du ciel. En d'autres termes, les scientifiques ont découvert que de la neige infusée de particules de plastique commençait à recouvrir l'Antarctique. Cela ne fait que prouver l'ampleur de la pollution mondiale par le plastique, puisqu'elle est déjà présente dans le cycle de l'eau et qu'elle tombe en Antarctique sous forme de flocons de neige. Ces recherches ont été menées par des scientifiques de l'université de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Ils ont examiné des échantillons de neige provenant de 19 endroits différents de la plateforme glaciaire de Ross et ont trouvé des particules de plastique et en particulier le type de plastique que l'on peut retrouver partout sur Terre dans les vêtements et les bouteilles d'eau par exemple. Ces résultats étaient plutôt déprimants pour les scientifiques qui se sont rendus en Antarctique en 2019. Ils espéraient qu'il n'y aurait pas ou très peu de microplastiques dans un endroit aussi reculé, mais malheureusement, ils avaient complètement tort. Le premier habitant. Les plus anciens restes humains jamais découverts en Antarctique n'ont été découverts qu'en 1985. Il s'agissait du crâne d'une femme mystérieuse trouvée sur la plage de Yamana dans les îles Shetland du sud de l'Antarctique. Ce crâne appartenait à une femme autochtone du Chili qui était morte au début de sa vingtaine. Elle est morte entre 1819 et 1825 dans un camp de chasseurs de phoques. À l'époque, la chasse aux phoques rapportait très gros, mais le grand mystère ici est de savoir ce que cette jeune femme faisait exactement dans un camp de chasseurs de phoques au début des années 1800. Aucun document révélant l'identité de cette femme n'a jamais été découvert, mais ses ossements pourraient jouer un rôle primordial dans les revendications territoriales concernant les terres sauvages et vierges de l'Antarctique. Et ce, alors que les nations du monde entier se préparent à faire le nécessaire pour se l'approprier. Le traité sur l'Antarctique stipule que personne n'a le droit de revendiquer l'Antarctique jusqu'en 2048. Il va donc bientôt expirer. Ce traité a été signé en 1959 par les 12 pays dont les scientifiques ont été actifs sur le continent. Il s'agit d'une sorte de promesse que le continent sera consacré à la recherche scientifique et à la coopération. Donc toutes les activités liées aux ressources minérales étaient interdites. Mais à l'expiration du traité, l'Antarctique pourrait en théorie être exploitée. Et puisque les plus anciens restes humains appartiennent à un Chilien, le pays se servira probablement de cet argument pour revendiquer l'étendue glacée.
Pour l'instant, aucun autre ossement n'a jamais été trouvé sur le continent. Et dans moins de 30 ans, le destin de l'Antarctique pourrait être bouleversé à tout jamais. Pour l'instant, la recherche scientifique y est prospère. Mais à mesure que la date butoir se rapproche, le traité pourrait se voir menacé et des pays pourraient être prêts à faire la guerre pour la domination du continent blanc. La forêt tropicale fossile. Le continent glacial de l'Antarctique était autrefois aussi chaud que l'Italie aujourd'hui. Cette réalité déroutante a été découverte grâce à une forêt tropicale fossilisée découverte en Antarctique. De nos jours, la température moyenne au pôle sud varie entre -10 et -60 degrés Celsius. Mais 90 millions d'années auparavant, le continent était complètement recouvert de végétation. Ils affirment également que l'Antarctique abritait probablement une riche biodiversité animale, y compris des dinosaures. Les fossiles découverts par Johan et son équipe n'ont pas été trouvés sur le continent, mais au fond de la mer en 2017. Ils ont trouvé des racines d'arbres fossilisées datant de la période du Crétacé. Et il n'y a pas si longtemps, une équipe de chercheurs brésiliens avait découvert des morceaux de charbon de bois datant de 75 millions d'années. Le charbon de bois provient sans doute d'un ancien incendie qui a ravagé la forêt tropicale de l'Antarctique. Cela signifie que des événements majeurs se produisaient et qui provoquaient l'embrasement de l'Antarctique. Et selon les scientifiques, le climat peut et va certainement changer à nouveau dans le futur, de sorte que l'Antarctique soit à nouveau aussi chaud et aussi tropical que la forêt amazonienne. Formes de vie intraterrestre. Des animaux et des plantes dont certaines espèces inconnues pourraient vivre sous les glaciers de l'Antarctique dans des grottes creusées par l'activité volcanique. Et les scientifiques pensent que les grottes sont suffisamment chaudes pour abriter des formes de vie végétales et bactériennes. La chercheuse Ceridwen Fraser et ses collègues de l'Université nationale australienne ont étudié le secteur du mont Erebus, le volcan actif le plus austral du monde, situé sur l'île Ross. Les grottes ont été creusées par la vapeur qui s'échappe du mont Erebus. Cette vapeur a créé une sorte de labyrinthe de tunnels et de cavernes sous la glace. Et à l'intérieur, croyez-le ou non, ces grottes antarctiques peuvent atteindre des températures de 25 degrés Celsius. C'est la chaleur dégagée par la vapeur émanant du volcan qui pourrait rendre les grottes propices à la vie. Il y a aussi beaucoup de lumière qui filtre à travers la glace, ce qui pourrait aider les plantes à pousser. L'analyse d'échantillons de sol prélevés dans les grottes révèle des traces intrigantes d'ADN provenant d'algues, de mousse et de petits animaux. La biologiste Ceridwen Fraser explique que la plupart des séquences ADN analysées correspondent à celles d'organismes vivants connus. Certaines des séquences toutefois n'ont jusqu'ici pas été identifiées. Ces traces d'ADN pourraient aussi dater de l'époque où la zone n'était pas recouverte de glace. Mais la prochaine étape serait d'aller constater sur place la présence ou non de ces espèces, ce qui est difficile à réaliser en raison de leur emplacement sous la glace. La base fantôme antarctique. Au fin fond de l'obscurité glaciale de l'Antarctique se trouve une base fantôme abandonnée qui poursuit des expériences scientifiques vitales sans qu'aucun humain n'y soit présent. La station scientifique a dû être évacuée pendant l'hiver polaire parce qu'un gouffre dans la banquise s'ouvrait sous elle. La base entière était sous la menace de tomber littéralement dans un vide géant sous la glace. Il s'agit de la base antarctique Halley, une station de recherche scientifique implantée sur le plateau de glace de Brunt depuis 1956. Mais aussi improbable que cela puisse paraître, ces gouffres de glace sont un si gros problème qu'elle a été déplacée et reconstruite plusieurs fois. C'est d'ailleurs ici, à la 4e station, en 1985, que les scientifiques ont détecté pour la première fois le trou dans la couche d'ozone. Et en 2017, les bâtiments mobiles ont dû déménager à leur nouvel emplacement, à seulement 20 km de l'ancien, à cause encore une fois d'un trou grandissant dessous d'eux. Mais depuis, les scientifiques n'occupent la base qu'une partie de l'année seulement, et ce, tout en permettant à leurs expériences de se dérouler pendant tout l'hiver sans eux. Aujourd'hui, des générateurs fournissent suffisamment d'électricité à la station pour permettre aux scientifiques du Royaume-Uni de tout surveiller à distance. Le résultat est une station fantôme gelée, dépourvue d'humains, menant ses propres expériences scientifiques.
Pluie de météorites. Des scientifiques menant des études à la station antarctique Princesse Elisabeth ont découvert un très gros morceau de chondrite coincé dans la glace. Les scientifiques cherchaient délibérément des météorites qu'ils pensaient être dispersés dans le glacier de Nansen à la fin du mois de janvier. C'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur l'énorme morceau de chondrite de 12 kilos. Et il s'est avéré être la plus grande météorite que quelqu'un ait jamais trouvée dans l'est de l'Antarctique au cours des 25 dernières années. Mais ce qui est intéressant est que l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour la chasse aux météorites. C'est peut-être le plus gros spécimen que l'équipe ait découvert, avec à peu près la taille d'une citrouille. Mais il était loin d'être le seul. À la fin de leur recherche, ils avaient extrait environ 75 grammes de météorites de la glace. Au total, ils ont emporté 425 météorites dans leur bagage pour les ramener dans leur laboratoire de recherche. Mais pourquoi y a-t-il alors tant de météorites en Antarctique? En réalité, il n'y a pas plus de roches qui atterrissent en Antarctique que n'importe où ailleurs. Ce sont plutôt les immenses étendues de blanc qui rendent la chasse aux météorites extrêmement plus facile. Comme une chasse aux œufs de Pâques, mais dans la neige, et avec des œufs pas comestibles. L'aigle sous les neiges. Le lac Snow Eagle est un lac sous-glaciaire récemment découvert et qui se cache sous l'Antarctique. D'un côté à l'autre, le lac fait environ 42 km de long, ce qui en fait l'un des plus grands de son genre sur le continent. Il se cache dans un canyon à l'est de l'Antarctique, couvert par une couche de glace incroyablement épaisse. Et la seule façon de découvrir ce genre de formation, c'est d'utiliser des équipements de recherche très avancés. Les scientifiques ont eu recours à un avion de recherche polaire équipé des derniers outils pour identifier le lac sous la glace. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de la côte. Cela a donné des idées aux scientifiques. Ils pensent que parce qu'il est si proche de la mer, le mystérieux lac pourrait contenir des informations sur la façon dont la couche de glace s'est formée en premier lieu. Le lac est âgé d'environ 34 millions d'années et de ce fait, il contient certainement des preuves géologiques du passé de l'Antarctique. Le docteur Don Blankenship de l'Institut de géophysique de l'Université du Texas affirme que pour l'instant, les chercheurs savent que quelque chose a changé dans la couche de glace il y a 10 000 ans, mais ils ne savent pas quoi ni pourquoi. Et en creusant plus profondément dans le lac sous-glaciaire, ils espèrent découvrir des secrets du passé de l'Antarctique. Les sédiments au fond du lac devraient fournir des indices sur plusieurs événements qui ont redessiné le continent pendant les dernières dizaines de millions d'années. OVNI gelé. De nombreuses rumeurs autour d'une activité étrange au pôle Sud ont toujours circulé au fil des ans. Et l'année dernière, un autoproclamé chercheur et expert en ovnis d'Argentine, Marcelo Irazusta, a partagé des images satellites de ce qui ressemblait à une structure sombre incongrue au pied d'une falaise, légèrement sous l'eau. L'étrange formation fait plus de 100 mètres de long et ne semble pas naturelle d'après sa forme, qui est composée d'une série de lignes et de courbes. Les passionnés d'ovnis ont souligné que la structure semble même émettre une lumière artificielle. Scott Waring, ufologue américain ou expert en ovni, et encore une fois autoproclamé, a suggéré que la structure très bizarre était, oui, vous l'avez deviné, un vaisseau spatial extraterrestre. Il est même allé jusqu'à indiquer les parties qu'il pensait être les ailes, le cockpit et le compartiment des moteurs. En se basant sur la couleur de l'objet, il a supposé qu'il était probablement métallique et de nombreux internautes ont rapidement cru à ces affirmations. Plusieurs affirment qu'il y a une raison pour laquelle les gouvernements du monde entier ont interdit l'accès à l'Antarctique et que seules certaines personnes peuvent se rendre dans certaines zones de recherche scientifique. Et en plus du fait que l'Antarctique soit gelée, extrêmement dangereuse et très difficile d'accès, il existe également un accord international par le biais duquel les pays acceptent de ne pas s'accaparer le continent glacé et de conserver l'environnement en le protégeant autant que possible de la curiosité des humains et en limitant l'accès aux scientifiques et autres professionnels hautement qualifiés. Mais tout cela ne serait qu'une excuse pour certaines personnes qui affirment qu'il y a tellement d'anomalies et de structures mystérieuses qu'il doit se passer plus de choses sous la glace antarctique que ce que l'on peut imaginer. Il existe même d'anciens Navy Seals qui ont affirmé avoir trouvé des réseaux entiers de tunnels sous la glace avec des salles vertes et lumineuses et des hiéroglyphes mystérieux.
Et bien que l'objet semble vraiment étrange et métallique, avec la quantité de débris, d'épaves et même de pièces de fusées et de satellites, comme cela s'est d'ailleurs produit cette année, avec les débris d'une fusée chinoise tombée dans l'océan, c'est presque certainement un objet fabriqué par l'homme. Civilisation préhistorique. Lorsque l'Antarctique faisait partie du supercontinent Gondwana, elle était située beaucoup plus au nord qu'aujourd'hui. Ce n'est qu'il y a environ 25 millions d'années que le continent froid s'est détaché du Gondwana et s'est déplacé vers le sud. Mais avant cela, le climat de l'Antarctique était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui en raison de sa localisation à une latitude plus élevée et parce que la Terre en général avait un climat beaucoup plus chaud à cette époque. L'Antarctique abritait alors une forêt pluviale tempérée très florissante, semblable à celle qui existe aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, remplie de toutes sortes de plantes et d'animaux. Et en 2017, les scientifiques ont découvert des preuves de la présence de la forêt tropicale sous la glace, ce qui a donné une image bien différente de l'Antarctique que nous connaissons aujourd'hui. Mais sachant que la vie végétale et animale y existait autrefois, certaines personnes ont commencé à parcourir les images satellites à la recherche de preuves d'une civilisation humaine passée sur le continent. Et dans plusieurs cas, ils ont repéré ce qui ressemblait à d'anciennes ruines. Mais aussi convaincantes que soient certaines de ces images, les experts affirment qu'il n'y a aucune preuve scientifique de la présence d'êtres humains sur l'Antarctique jusqu'à l'époque moderne. Et ce qui peut ressembler à des ruines de vieux bâtiments peut facilement être expliqué comme des formations naturelles. De plus, les humains n'existaient pas vraiment encore lorsque le continent était plus chaud et plus hospitalier. Il faut dire que c'est un argument assez solide, mais énormément de gens persistent à penser que la communauté scientifique ainsi que les différents gouvernements nous mentent et qu'ils nous cachent les détails concernant la vie humaine antérieure en Antarctique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les gens continuent de scruter les images satellites en pensant qu'ils ont trouvé des pyramides, des châteaux médiévaux, des bases secrètes et des tunnels là-bas. Atlantide blanche. Comme nous venons de l'évoquer, il existe de nombreuses théories différentes sur une éventuelle présence humaine antérieure sur l'Antarctique. Et l'une d'entre elles prétend que le continent était libre de glace il y a seulement 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, et qu'une civilisation humaine y aurait vécu à cette époque. Certains pensent même que la soi-disant civilisation perdue de l'Atlantide se trouvait peut-être sur l'Antarctique et que nous avons cherché au mauvais endroit pendant tout ce temps. Et ces rumeurs d'une civilisation cachée circulent depuis des années. Ce qui signifie que les partisans de ces théories ont disposé de beaucoup de temps pour trouver des preuves à l'appui de leurs affirmations. Surtout dans le travail de Charles Hapgood, dont le livre Earth's Shifting Crust de 1958 a été préfacé par un certain Albert Einstein. Par exemple, l'Antarctique a été officiellement découverte en 1820 selon les archives historiques. Mais une étrange carte créée 300 ans plus tôt, en 1513 par l'amiral et cartographe ottoman, Piri ibn Haji Mehmed, surnommé Piri Reis, semble montrer la côte antarctique. Mais pour rendre les choses encore plus bizarres, le continent frigide apparaît en vert sur la carte sans calotte glaciaire. Mais cela n'est pas vraiment logique, puisque selon nos connaissances, l'Antarctique est recouverte de glace depuis au moins 15 millions d'années. Mais est-il vraiment possible que les experts se soient trompés à ce point et qu'il y ait eu des périodes tempérées bien plus récentes ou que des gens soient arrivés en Antarctique bien plus tôt que prévu? Peut-être une ancienne civilisation avec les compétences nécessaires pour naviguer sur les océans du monde, comme l'étaient les Atlantes si l'on croit les légendes. Mais la réalité des choses est que la carte de Piri Reis, bien qu'authentique et très précise, s'explique par deux théories. La plus optimiste suggère que Piri Reis n'a jamais vu l'Antarctique, mais a déduit sa ligne côtière en se basant sur les lignes côtières des autres continents, ainsi que les grandes chaînes montagneuses et l'emplacement des grands fleuves. Pour les plus pessimistes, c'est une déformation de la pointe la plus au sud de l'Amérique du Sud, et cela expliquerait la végétation sur la carte. Mais certains persistent à dire qu'il y avait des gens sur l'Antarctique, surtout lorsqu'une vidéo a fait surface en 2016 prétendant montrer des vestiges de ruines anciennes sur l'Antarctique, bien que les images n'aient jamais été vérifiées.
Un peuplement préhistorique relativement récent est une idée excitante, mais qui reste très loin d'être étayée par la science. Non seulement les chercheurs nient que des gens aient jamais vécu sur l'Antarctique, mais la plupart des grands spécialistes pensent que l'Atlantide n'est rien de plus qu'un mythe. En d'autres termes, elle n'a jamais vraiment existé, et encore moins en Antarctique. Pyramide. Ces dernières années, des images de structures pyramidales apparemment construites par l'homme dans la chaîne de montagnes Ellsworth en Antarctique sont devenues très virales, suscitant des rumeurs selon lesquelles des humains auraient construit ces formations il y a plus de 100 millions d'années. Mesurant environ 1000 mètres de haut, ces prétendues pyramides sont environ 10 fois plus hautes que la grande pyramide de Gizeh. Et ces affirmations semblent avoir trouvé leur origine dans un site web appelé Earth We Are One, la Terre nous sommes un. Et pour étayer son argument selon lequel une société ancestrale aurait construit ces structures, ce site fait référence à une photo prise en 1935 et présente une interprétation très erronée de l'histoire géologique de l'Antarctique. Earth We Are One a cité des découvertes scientifiques légitimes sur la vie bactérienne et végétale antérieure du continent comme preuve que des humains auraient pu y vivre autrefois. Mais la faune qui existait autrefois sur l'Antarctique a précédé les premiers humains de millions d'années. Nous n'étions certainement pas là il y a 100 millions d'années lorsque les pyramides antarctiques auraient été construites. Le géologue Eric Rignot a contribué à faire taire les rumeurs dans une interview à Life Science. Il a expliqué que les montagnes pyramidales sont une caractéristique commune des régions glaciaires et qu'elles sont très souvent le produit de multiples couches de glace qui convergent. En d'autres termes, comme l'a dit Rignot, c'est juste une montagne qui ressemble à une pyramide. Mais beaucoup n'en sont pas vraiment convaincus. Pour eux, la montagne est juste trop parfaite. Glacier de l'Apocalypse. Le glacier Thwaites de l'Antarctique couvre une superficie équivalente à celle de la Floride. Et en 2020, une équipe de scientifiques de la collaboration internationale sur le glacier Thwaites a effectué une série de tests importants dans cette région isolée, rarement visitée. Ils ont voyagé jusqu'au point où la glace rencontre la Terre, appelée la ligne d'ancrage. Ils se sont aventurés dans une zone où peu de scientifiques ont été auparavant. Et pendant leur séjour de 2 mois, ils ont collecté des échantillons et des données sur ce qui est considéré comme l'un des glaciers les plus dangereux de l'Antarctique. Et à l'aide d'une foreuse à eau chaude, l'équipe a foré à travers plus de 100 mètres de glace. Ils ont employé un robot de haute technologie pour recueillir des informations très importantes qui étaient auparavant inaccessibles aux scientifiques. Les résultats révèlent que la quantité d'eau fondue s'écoulant du glacier de Thwaites a presque doublé au cours des 30 dernières années. Et en étudiant la dynamique de cet environnement en mutation rapide, les experts espèrent mieux comprendre ce à quoi il faut s'attendre à l'avenir. Et en ce qui concerne la montée du niveau de la mer, le Dr Kit Nichols, un océanographe du British Antarctic Survey, explique que les eaux chaudes de l'océan érodent de nombreux glaciers de l'Antarctique occidental et que le glacier Thwaites est une zone particulièrement préoccupante. Leur plus grande crainte est que l'eau chaude s'infiltrant dans le glacier le fasse reculer et s'effondrer. À ce stade, les effets néfastes du changement climatique sont apparents à bien des égards. Et la plupart d'experts s'accordent à dire que même si nous faisons de notre mieux pour limiter les dégâts, la situation va inévitablement empirer. Mais il existe tout de même un très grand nombre de personnes qui ne prennent pas le changement climatique au sérieux ou qui ne croient pas qu'il s'agit d'un phénomène réel, ce qui en fait une découverte très controversée. Portail de glace. Vers la fin de 2019, des amateurs de Google Earth ont attiré l'attention sur ce qui ressemblait à une entrée de grotte non identifiée sur une île antarctique très éloignée. Et l'ouverture serait apparue pour la première fois sur l'île de Greenwich en 2007. 6 mois après la découverte, la prétendue porte de la grotte a disparu de Google Earth, alimentant par la même occasion des rumeurs et des soupçons en tout genre. Les différentes théories se sont répandues comme une traînée de poudre, et certains pensent que la grotte est une base militaire top secrète, tandis que d'autres y voient la preuve d'une ancienne civilisation disparue. Mais l'idée la plus audacieuse reste que le portail secret mène à une soi-disant terre creuse.
Mais quoi qu'il en soit, les adeptes des différentes théories pensent que les autorités et les gouvernements essaient de cacher la grotte à tout prix. Et lorsque les images ont circulé pour la première fois, la grotte mesurait 76 mètres de large et 23 mètres de haut. Ce qui a conduit certains à penser qu'elle pouvait abriter des centaines, voire des milliers de personnes, des engins en tout genre, voire même des avions. Blake et Brett, cousins et coprésentateurs de la chaîne YouTube Third Face from the Moon, ont émis l'hypothèse qu'un événement naturel, tel qu'une chute de neige ou un changement climatique, aurait exposé ou recouvert la grotte. Ils ont également suggéré qu'une formation rocheuse à l'extérieur de l'entrée est un escalier construit par l'homme. Mais ils sont très loin d'être des scientifiques. Et les vrais scientifiques ne se sont pas vraiment exprimés pour expliquer ce qu'il y a sur ce site. Mais l'histoire a fini par se tasser et n'a pas refait surface dans les journaux depuis lors. Migration en masse. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a environ 90 millions d'années, à l'époque des dinosaures, l'Antarctique occidentale était une forêt pluviale tempérée très luxuriante, contrastant fortement avec les conditions arides et gelées qui y règnent aujourd'hui. Mais à l'époque, le continent n'avait pas autant de glace, avec une température moyenne annuelle d'environ 13 degrés Celsius. La vie sauvage était prospère, même pendant les 4 mois d'obscurité totale qui continuent d'affecter l'Antarctique chaque année. Mais le monde connaissait le changement climatique le plus rapide et le plus extrême de ces 140 millions d'années. Et parce que nous vivons actuellement un changement d'une rapidité alarmante, les experts étudient la possibilité que les plantes et les insectes puissent à nouveau prospérer en Antarctique. Lors d'un entretien avec la publication néo-zélandaise Stuff, Ian House, expert en écosystème antarctique, a expliqué que les parties les plus tempérées du continent gelé commencent à fusionner avec les parties les plus froides du subantarctique. Une région de l'hémisphère sud, située immédiatement au nord de la région antarctique, où l'on trouve une grande variété de mousses, de lichens et de plantes à fleurs. Et avec la hausse des températures mondiales, les organismes ont plus de chances de survivre au voyage vers le continent. House s'attend à ce que les plantes et les petits invertébrés des climats subantarctiques y apparaissent en premier. Il pense même que les rongeurs pourraient éventuellement atteindre l'Antarctique. Mais cela ne se produira probablement pas avant très longtemps. Certains poissons et crabes migrent déjà vers le sud, en direction de l'Antarctique, à mesure que le climat devient de plus en plus accueillant pour les espèces étrangères. Les scientifiques continuent de découvrir de nouveaux habitats dans l'Antarctique et craignent que les formes de vie de ces environnements ne disparaissent avant même d'avoir eu la chance de les découvrir. Minéral martien. Plus tôt cette année, des scientifiques ont annoncé la découverte d'un minéral rare appelé jarosite sous la glace de l'Antarctique. Le fait est que la jarosite se trouve principalement sur la planète Mars et reste très rarement observée sur Terre. Elle est de couleur jaune-brun et nécessite de l'eau et des conditions acides pour se former. Elle est commune sur Mars, même si les conditions actuelles de la planète ne sont pas propices à sa formation. Les scientifiques se demandent depuis très longtemps comment la jarosite est devenue si abondante sur la planète rouge. Et certains experts pensent que Mars était autrefois couverte de glace, ce qui aurait permis la formation du minéral dans un passé très lointain. La présence récemment découverte de jarosite en Antarctique pourrait contribuer à soutenir ces théories. Et la jarosite se produit très généralement sur Terre lorsque des déchets miniers sont exposés à la pluie et à l'air. Elle se forme également près des cheminées de volcans. L'équipe qui l'a découverte ne s'attendait pas à la trouver. Et à leur très grande surprise, ils en ont détecté des traces dans les couches les plus profondes d'une carotte de glace d'1 kilomètre de long qu'ils ont extraite. Et les études ont déterminé que les particules se sont certainement formées à l'intérieur de poches de glace. Ce qui indique que la jarosite sur Mars pourrait avoir la même origine. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont les scientifiques ont utilisé l'environnement antarctique pour apprendre à connaître l'espace. Et ces dernières années, les conditions qui y règnent sont plus proches de l'environnement martien que n'importe où ailleurs dans le monde. Et les chercheurs profitent de l'opportunité d'établir ces parallèles. Continent perdu. En 2018, des scientifiques allemands ont publié une étude montrant que l'est de l'Antarctique est constitué de noyaux d'anciens continents ou cratons.
Lors d'un entretien avec Life Science, Jörg Gebing, géoscientifique et responsable de l'étude, a expliqué que cette découverte est liée à la rupture du supercontinent Gondwana et qu'elle montre la connexion de l'Antarctique avec les continents environnants. Il a même ajouté que l'Antarctique est une sorte de point vide sur la carte géologique, en raison de son éloignement et parce qu'elle est recouverte de glace. Et à l'aide d'une technologie avancée, Ebing et son équipe ont cartographié le continent en ayant recours à des mesures de gravité qui leur ont permis de calculer les changements dans la topographie. Et ils ont également examiné la surface de l'Antarctique sous la glace au niveau du substratum rocheux. Et les résultats prouvent que les anciens cratons de l'Antarctique orientale sont plus complexes que les chercheurs ne le pensaient auparavant. Il existe également plusieurs régions appelées orogènes qui ont vu le jour lorsque les continents précédents se sont écrasés les uns contre les autres et ont créé des chaînes de montagnes. Il s'avère donc que des parties de continents entiers se trouvent sous l'Antarctique. Et cette mystérieuse découverte qu'ils ont sortie de terre en Chine a bouleversé le monde. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.